A Ouija board. I wonder if it still works. Mythes et complots. David, are you here? Bullshit. Avec Christian Page. Witchboard. Christian, bonjour. Salut, on est resté dans le ton. Hein? Ouais, tu vas regarder ça. Ah, absolument. Rencontre paranormale à TVA ce soir, c'est à 9h avec Chantal Lacroix, elle est coproductrice. Mais tu y crois, toi? Y a-tu des endroits à Montréal qui sont... En fait, Montréal, comme douteux? n'importe quelle grande métropole à travers le monde, ont leurs lieux qui ont la réputation d'être hantés. Que certaines personnes m'ont raconté qu'ils avaient été témoins de manifestations. Le problème, c'est quand arrive le moment de les documenter, ça demeure toujours très difficile. C'est souvent des phénomènes d'ordre subjectif. Hein. J'ai l'impression qu'on me regarde, j'ai senti un courant d'air froid, mais tout ça est tellement spontané, et c'est toujours très difficile à documenter. Ouais, il y a le Ouija qui fait un retour. Ben oui, en fait, comme Chantal l'a mentionné, elle va utiliser la technique de la table. Ouais. Ben en fait, la table, c'est la genèse du Ouija. Hein. Et les gens s'intéressent beaucoup à ces histoires de communication. Bon, Chantal l'a mentionné, ça c'est quand même intéressant. Elle disait, par exemple, que lorsqu'elle a commencé à s'ouvrir sur ce sujet-là auprès de gens de son entourage, plusieurs lui ont dit « Ah, j'ai vécu des expériences ». C'est quand même intéressant parce que tu sais qu'une statistique montre que 50% des gens dans les grands pays industrialisés croient en l'existence des phénomènes paranormaux, donc une personne sur deux. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que 3 personnes sur 5, donc 30% de la population, justifient sa croyance par des expériences personnelles. Ah ouais. Donc, il y a beaucoup plus de gens qu'on croit. Hein, suffit, là, Noël s'en vient. Lors de votre prochain party de Noël, parlez autour de vous de ces phénomènes-là. Vous allez voir un beau-frère, un ami, un cousin va vous dire « j'ai vécu des trucs là-dessus ». Les fêtes voleurs de ma mère, là, on faisait... C'était un ça événement faisait de la paranormal. manifestation. Donc, on le voit, il y a beaucoup de gens autour de nous qui ont vécu des phénomènes mystérieux, mais qui n'en parlent pas. Évidemment, je dirais que la brochette est grande. Hein. Ça peut aller du phénomène de la synchronicité. Hein. Tu penses à ta mère, et au moment que tu penses à ta mère, elle t'appelle au même moment. Donc, certains diront c'est du hasard. D'autres qui ont tendance à favoriser le surnaturel diront c'est quelque chose de surnaturel. Et ça peut aller jusqu'aux gens qui affirment avoir été enlevés par des extraterrestres. Donc, la brochette est grande, mais beaucoup de gens ont vécu du paranormal. Mais ne nous éloignons pas, restons sur notre planchette Ouija. Parce que c'est ce qu'on va voir un peu ce soir, la communication avec la table. Quelles sont les origines du Ouija? Bon, c'est ça. Donc, le Ouija, en fait, il apparaît quelque part. Dans sa genèse, il apparaît aux alentours de 1848. Pourquoi 1848? Parce que nous sommes à Hydesville, dans l'État de New York. Cherchez pas ça dans un atlas. Hydesville n'existe plus. C'était tout près de Rochester. C'est une toute petite communauté. Et ce soir-là, depuis des mois, il y avait comme des coups qui étaient frappés dans les murs d'une toute petite maison, en fait une maison d'une seule pièce, une maison pratiquement faite de planches, très très pauvre. Et c'était la maison de la famille Fox. Il y avait donc des coups qui étaient frappés dans les murs. Et puis à un moment donné, 2 des fillettes de la famille Fox décident comme ça, ils avaient baptisé le fantôme, parce qu'on était convaincus qu'il y avait un fantôme dans la maison. On avait baptisé le fantôme Monsieur Lightfoot. Et puis à un moment donné, l'une des fillettes Fox tape dans ses mains en disant « Monsieur Lightfoot, si vous m'entendez, faites comme moi ». Elle tape donc 2 coups dans ses mains et en même temps, un nombre de coups identiques résonne dans le mur. Pour la première fois dans l'histoire, quelqu'un venait d'établir une communication volontaire avec ce qui semblait être l'au-delà. Évidemment, cette communication a dégénéré et du jour au lendemain, à travers les États-Unis, l'histoire des sœurs Fox a été connue et du jour au lendemain, des centaines, des milliers de gens se sont déclarés en contact avec les revenants. L'histoire a vite gagné l'Europe et le spiritisme était né et il s'est imposé très rapidement comme une activité bourgeoise. Il faut comprendre qu'on est avant la télévision, avant la radio et puis il y a une sorte de déchirement sur le plan spirituel. On a longtemps cru que l'homme était d'essence divine, la création de Dieu, à l'image de Dieu. Et puis est arrivé tous ces rationalistes à la Charles Darwin qui nous ont dit qu'on n'était rien d'autre que des animaux, les descendants du singe. Alors là, à ce moment-là, on est dans la deuxième moitié du 19e siècle. Il y a une sorte de ruée vers l'âme. On essaie de trouver l'âme et pourquoi pas communiquer avec les défunts. Alors très rapidement, on va improviser des techniques. Bon, au début, on a des tables, on a des murs, on demande aux revenants, comme Chantal l'a mentionné, 1 coup pour oui, 2 coups pour non. Mais ça devient un peu laborieux, surtout si on a des noms à consonance tchécoslovaque.
Alors, on décide d'élaborer toutes sortes de techniques et de ces techniques-là, de ces mécanismes de communication, va se développer la planchette Ouija. Bon, la planchette apparaît dans la forme qu'on la connaît aujourd'hui. Elle apparaît en 1890. Ce sont des Américains, dénommés notamment Charles Kennard, qui vont mettre au point cette planchette. On la décrit rapidement pour ceux qui ne l'auraient jamais vue, mais il y a un oui et un non placés dans les coins supérieurs gauche et droit. Ensuite, on a tous les lettres de l'alphabet de A à Z, et puis on a un goodbye, là, un au revoir en bas de la planchette, et puis des chiffres de 0 à 9. Et puis là, à travers ça, on a un mobile sur la planchette, on se met les mains sur la planchette et on demande aux esprits de faire bouger la planchette, le mobile, de façon à indiquer des lettres, des chiffres ou le oui ou le non. Moi, j'avais une espèce de fenêtre avec un clou dans le milieu. Ouais, ça, il y a plusieurs modèles. Hein? Ouais. Donc, ce modèle-là a été inventé tel qu'on le connaît, en 1890. Le nom Ouija, ça c'est assez amusant parce qu'on a deux variations. Au départ, Charles Kennard a prétendu que le nom Ouija avait été fourni par un esprit de l'au-delà qui lui avait dit que Ouija voulait dire bonne fortune en égyptien, en ancien égyptien. Très rapidement, des linguistes lui ont fait savoir que ça ne voulait absolument rien dire, que ce n'était pas un nom égyptien, c'était de la foutaise. Alors, on a changé ça et là, maintenant, on nous dit que Ouija, c'est le composé des mots oui en français et en allemand. Ouija. Hein, donc, c'est un oui-oui. Donc, c'est comme ça que la planchette est apparue très rapidement. Donc, elle a été commercialisée et aujourd'hui, bon, on peut se la procurer pour une dizaine de dollars dans à peu près n'importe quel magasin de jouets. Maintenant, la grande question là-dedans est, est-ce que ça fonctionne? Parce que, bon, évidemment... Tu l'as pas apporté? Ben non, parce que c'est assez complexe. Hein? Ça ne fonctionne pas instantanément. Arrête donc. Mais si on suit les directives du commerçant, du fabricant, je peux t'assurer que ça va fonctionner. Quelles sont ces directives? Ces directives, c'est de placer la planchette sur les genoux, donc à bonne distance. Là, t'sais. Ensuite, on place 2 ou 3 intervenants vont placer leurs mains sur le mobile. On se concentre une dizaine de minutes, qu'on nous dit, et puis ensuite, le mobile, on pose les questions, esprit es-tu là? Et puis bon, le mobile va se mettre à se déplacer. Si on suit ces directives, je peux t'assurer que tu as de très bonnes chances que ça va fonctionner. Mais fonctionner dans le sens, ça va bouger. Ça va bouger. Maintenant, elle est là, la question. Qu'est-ce qui fait que ça bouge? Parce que ça bouge. Et évidemment, pour les participants, on a l'impression, moi, pour avoir joué des centaines de fois, c'est très impressionnant les premières fois parce qu'on a réellement l'impression qu'il y a quelque chose qui intervient et qui fait bouger le mobile. Mais la question, c'est qu'est-ce qui fait bouger le mobile? Alors là, on a trois hypothèses possibles. La première, qui est certainement celle qui est la plus répandue et probablement celle qui est la plus efficace, c'est qu'il y a quelqu'un qui pousse. Mais évidemment, si on demande à notre voisin, est-ce que c'est toi qui pousse, il va répondre que non. Parce qu'en fait, quelqu'un pousse, mais il pousse inconsciemment. Qu'est-ce qui se produit? C'est que si on place les mains sur le mobile, on est 2 ou 3 participants, la façon dont les bras, les mains, les doigts sont appuyés sur le mobile, il va se produire à un moment donné une sorte de fatigue musculaire. Parce qu'il faut pas trop appuyer, il faut que ce soit très léger. Donc là, il y a toujours une sorte de tension créée dans le muscle pour ne pas trop appuyer sur le mobile. Et ce qui se produit, c'est un peu la même chose comme lorsque tu portes une montre autour du poignet. À longue, tu viens que tu oublies que tu as une montre. À la longue, lorsqu'on a les doigts placés sur le mobile, on ne sait plus exactement quelle pression on exerce. Engourdi. Et voilà. Et soudainement, quelqu'un, sans même s'en rendre compte, c'est inconsciemment, il va commencer à bouger le mobile. Évidemment, il y en a un qui pousse et les autres qui suivent, bon, etc. Et là, il y a quoi? Il y a un cochon dominant à chaque fois qu'on joue à Ouija? Donc, disons à 95%. Soyons honnêtes. Les sceptiques nous diront à 100%, c'est ça l'explication. Ah oui? Bon, laissons la porte ouverte là à quelques explications alternatives. Disons qu'à 95%, c'est ce qui se produit. Et il y a des bonnes preuves de ça. Moi-même, j'ai fait des tests. Si on bouche les yeux, par exemple, des participants, si on leur fait porter un bandeau, les réponses cessent d'avoir de sens. Absolument. Ensuite de ça, aucune des réponses qui sont fournies par ces gens-là n'est vérifiable ou n'est réellement quantifiable après l'information. C'est donc on nous dit quelque chose. Par exemple, à un moment donné, j'avais fait venir Gilles de Rais, un personnage que j'aime beaucoup. Non, Gilles de Rais est un maréchal français, un véritable monstre dans la galerie des monstres. Il a côtoyé, on peut dire qu'il fait partie de cette galerie avec les Dracula, Erzsébet Bathory et compagnie. Et Gilles de Rais, c'est assez amusant parce que lorsqu'on a fait la séance de Ouija, les livres d'histoire nous disaient que Gilles de Rais était né soit en octobre ou en novembre 1404. On a posé la question à Gilles, et Gilles nous a répondu qu'il était né en octobre 1404.
Ultérieurement, des historiens ont découvert que Gilles de Rais était né probablement en septembre 1405. Non, mais si tu parles au gars même, il doit savoir quand est-ce qu'il est né. Ah, t'as tout compris. Mais il semble. Je me suis posé aussi cette question. J'étais aussi assez Donc, c'est un surpris. psychopathe, ça. Oui, c'est ça. Et j'étais assez surpris aussi de voir que Jules César s'exprimait en français. Bon. Hein? Donc, il y a des éléments comme ça. Si on bouche les yeux... La barrière de la langue s'effondre. Non, dans l'au-delà, ça semble pas poser de problème. Bon. Donc, si on bouche les yeux des participants, ça ne fonctionne pas. J'ai, à quelques reprises, moi-même, avec des amis, je les ai demandé de lever leurs mains de façon à se dégourdir les mains. Et à leur insu, parce qu'ils avaient les yeux bandés, j'ai enlevé la planchette Ouija. J'ai simplement placé sur la table le mobile. J'ai replacé leurs mains sur le mobile et eux, inconsciemment, croyaient que la planchette était là. Et quand, à la première question qu'ils ont posée, évidemment, le mobile s'est mis à... Oui, mais à se promener sur tu la peux pas table. retenir la position des lettres. C'est pas comme les lettres Non, sur un clavier. non, mais comme je te dis, là, ça donnait absolument rien, N'importe ça quoi. bougeait, c'était n'importe quoi. Donc, on le voit. Si les participants ont les yeux bouchés, ça ne fonctionne plus. Donc, je comprends que la position des sceptiques, eux, prétendent que c'est 100% toujours ça qui se produit. Moi, je dis, bon, mettons qu'il y a 95%, gardons la porte ouverte à des avenues alternatives. Oui, parce que c'est plate, sinon. Ouais, c'est plate, effectivement. Une avenue alternative qui est très intéressante, c'est l'expérience de Philippe le Fantôme. Philippe le Fantôme. Et là, si les gens qui nous écoutent, s'ils ont une chose à retenir de tout ce que j'ai pu dire ici depuis le début de ces chroniques, c'est cette histoire de Philippe le Fantôme. OK, ben on s'arrête là-dessus. On revient après la pause avec Christian Page. Pardon. A Ouija board. I wonder if it still works. Mythes et complots avec Christian Page. Christian Page, allons-y donc avec Philippe le Fantôme. L'expérience de Philippe le Fantôme est sans aucun doute l'expérience la plus déterminante de toute l'histoire de la parapsychologie. On est au début des années 70, on est à Toronto. Il y a un groupe là-bas qui s'intéresse à la parapsychologie, donc c'est un groupe dédié spécifiquement à ce genre de recherche. Et puis il décide à un moment donné de voir s'il n'est pas possible de faire apparaître un fantôme, volontairement faire apparaître un fantôme. Et est-ce que le fantôme est une projection de l'esprit ou une projection de l'au-delà, une manifestation de l'au-delà? Alors ces gens-là, un groupe de chercheurs, donc on parle d'une dizaine de chercheurs, ils vont se réunir et ils vont créer la biographie d'un personnage imaginaire. Ils vont l'appeler Philippe. Il le situe, Philippe vécu au 17e siècle. On lui donne toute une vie. C'est vraiment une biographie très structurée. Philippe habitait à Dottington Manor en Angleterre. Il était marié avec une femme qui était frigide. Il a eu une aventure avec une bohémienne. Son épouse, Dorothée, lorsqu'elle a découvert ses infidélités, s'est arrangée pour faire arrêter Margot, la bohémienne, qui a été accusée de sorcellerie et brûlée au bûcher. Philippe, incapable de vivre avec ses remords, se serait jeté du haut des palissades de Dottington Manor. La seule chose dans tout ce que je viens de te raconter qui était réel, c'était Dodington Manor en Angleterre. Pourquoi avoir choisi ce manoir? Parce que l'histoire de Dodington Manor est bien connue et on sait qu'il n'y a jamais eu personne ressemblant de près ou de loin à Philippe qui habitait les lieux. Okay. Alors ces gens-là donc ont créé cette biographie. Ils se sont donc réunis autour d'une table avec l'idée de faire apparaître le fantôme de Philippe. On lui avait même donné des traits. Il y avait un portraitiste qui avait dessiné les traits de Philippe. On a donc tenté de faire apparaître Philippe. Ça n'a pas marché. Alors là, en fouillant dans la littérature, on a découvert que les séances de spiritisme au 19e siècle ne se produisait pas dans le contexte qu'on le voit au cinéma. C'était pas aussi austère qu'on le prétend avec la petite chandelle qui brûle puis tout le monde avec des visages d'enterrement. En fait, ça se faisait de façon beaucoup plus détendue, même c'était très convivial. Alors on a décidé de faire une nouvelle approche à l'expérience de Philippe et là on s'est mis à chanter, compter des blagues. On faisait jouer d'ailleurs de la musique du 17e siècle, musique que si Philippe avait vécu aurait peut-être aimé. Et assez rapidement, des coups se sont fait entendre dans la table. Et ces coups, on a établi un code, un coup pour oui, 2 coups pour non, et les réponses que donnait cet esprit étaient celles de Philippe. Les réponses étaient toujours en accord avec les réponses qu'on avait données à Philippe. Et lorsqu'on posait une question à Philippe qui ne faisait pas partie de sa biographie, il ne répondait pas. On ajustait la biographie de Philippe
Et rapidement, les réponses dans la table se faisaient en conséquence. La table allait jusqu'à certains moments à se soulever sur une, deux pattes. Donc, il y avait des manifestations physiques. Et tout ça a été même reproduit en direct à CTTV. Donc, l'expérience de Philippe, ce qu'elle a démontré, c'est qu'un groupe de gens réunis autour d'une table avec la volonté de produire une manifestation vont réussir, disons, par énergie psychocinétique. Là, je n'ai pas de nom spécifique, mais allons-y. Je l'aurais pas sorti, celle-là. Psychocinétique. Bon. Donc, allons-y pour les besoins de notre conversation. Absolument. Donc, je te suis. par une forme d'énergie qui nous semble encore un peu mystérieuse, ces gens-là ont réussi à produire des effets physiques qu'on aurait pu associé à des revenants. Mais comme Philippe n'a jamais existé, bien sûr, ça ne pouvait pas être un revenant. C'était la volonté inconsciente des gens autour de la table. C'était peut-être un autre Philippe, Christian? Mais non, parce que peut-être t'as trébuché sur un autre Philippe? Non, parce qu'après l'expérience, cette expérience-là a été tellement déterminante en parapsychologie que d'autres groupes de parapsychologues à travers le monde, même ici à Montréal, à l'Université de Montréal, des gens ont repris l'expérience en créant eux aussi des personnages imaginaires. Et encore une fois, dans tous les cas, on a réussi à produire des effets et ces effets étaient toujours en accord avec les biographies inventées de ces personnages qui n'avaient jamais existé. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Donc, lorsque les gens se réunissent autour d'un Ouija ou qu'on se réunit autour d'une table, un peu comme ça, et il y a une attente. Des gens connaissent, au moins il y a 1, 2, 3 personnes dans la salle qui connaissent les réponses. Il y a une attente de produire des phénomènes. Ces phénomènes-là peuvent se produire, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est l'au-delà qui se manifeste. En fait, c'est peut-être plus l'en-dedans que l'au-delà qui se manifeste. Mais ça fait combien de temps on essaie de parler aux morts? Voilà. On a 160 ans. On leur parlait pas quand ils étaient vivants. Non. Je sais pas pourquoi on veut leur parler quand ils sont morts. Tu vois, le spiritisme est né, comme je l'ai mentionné en début de chronique, en 1848. On est 160 ans plus tard. Est-ce qu'on peut réussir à parler avec les morts? Je te dirais, Benoît, que on a toutes les anecdotes de j'ai parlé à mon oncle Albert est revenu de l'au-delà, il me dit ceci, ou comme Chantal a mentionné, elle a parlé à une dame révélant des informations personnelles. Mais dans des contextes rigoureux, quelle est justement cette information si personnelle? Était-elle réellement qualitative? C'est-à-dire que c'était une information qui était très spécifique à ce qui était raconté. Tu sais, 160 ans de recherche en parapsychologie dans des cadres rigoureux n'ont pas réussi à produire de ces soi-disant communications avec les défunts de façon soutenue. C'est sur les réponses des revenants semblent souvent davantage pour nous rassurer. Je parle avec ma tante Urtibise qui me dit, Christian, je suis fier de ce que tu fais, continue, ne t'en fais pas pour moi, je suis bien ici. On dirait que les réponses ont souvent tendance à rassurer les vivants. Mais les revenants, les spirites, pas les spirites, mais les revenants et les défunts, qu'ont-ils dit de l'au-delà? À peu près rien. Dans des cadres rigoureux, combien de fois a-t-on pu documenter une soi-disant communication avec des revenants qu'on a pu ensuite vérifier de façon qualitative? Je te dirais qu'après 160 ans de communication avec les défunts, si je devais aujourd'hui isoler uniquement les communications avec les défunts qui contiennent de l'information quantifiable et qualitative, tout ça tiendrait dans un feuillet paroissial. Qu'est-ce que tu en conclus? Je ne ferme pas la porte à la possibilité d'une communication avec les défunts, mais il faut bien avouer aujourd'hui que 160 ans de recherche dans ce domaine-là n'ont pas produit beaucoup de preuves convaincantes. Disons qu'il n'y a pas de preuves convaincantes. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'on s'invente un paradis? On s'invente une vie après la mort? Non. On ne peut pas dire ça, et il ne faut pas oublier que les manifestations sont réelles. Tu sais, lorsque les gens disent « je vis dans une maison, il y a des manifestations, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des coups qui sont frappés dans les murs, tout ça », moi-même, j'ai documenté certaines manifestations. As-tu déjà vu ça? J'ai vu des meubles bouger, je les ai même filmés, les meubles qui bougeaient. Donc, moi, je veux voir il y a des manifestations qui se sont produites, il y a des manifestations qui sont quantifiables, on peut donc réussir. La manifestation, elle est réelle, et uniquement à partir de là, c'est disons la curiosité scientifique. Mais t'as vu des meubles bouger? J'ai vu des meubles. J'ai même vu à un moment donné un fantôme. J'ai vu physiquement un fantôme. Arrête de parler de François, là, un vrai fantôme. Un vrai fantôme. Je me trouvais dans une maison qui était en Montérégie. Des gens disaient qu'il y avait des manifestations. C'était surtout les enfants au départ qui disaient voir un couple de gens âgés au sous-sol. C'est assez curieux parce qu'ici on est en présence d'une maison, une construction neuve. Une construction neuve. Ah oui. Donc c'était pas quelque chose, c'était pas une maison centenaire, un truc comme ça. Non, c'est une maison neuve. Les enfants racontaient voir un couple de gens âgés dans la maison. Et puis à un moment donné, un soir, les parents ont vu un petit tricycle se déplacer de lui-même sur le plancher de la cuisine. Alors là, évidemment, ils m'ont contacté. Il y avait quelque chose de bizarre. Là, ils ont commencé à prendre le récit des enfants très au sérieux. Dans quelle ville?
C'était où ce qu'il y avait les pneus qui avaient Saint-Basile-le-Grand. Saint-Basile-le-Grand, dans un nouveau bungalow. Dans un nouveau bungalow. Donc, les gens m'appellent, je me rends là, on est en train de discuter, et puis à un moment donné, c'est une maison avec une mezzanine, je vois apparaître, et tous les gens qui sont là, on le voit, on voit apparaître une forme blanchâtre, plus ou moins humaine, hein? C'est-à-dire que, on s'imagine un peu l'idée de la Vierge là, drapée. Là. Je dis pas que c'est une manifestation religieuse, mais j'essaie de donner la forme. C'est une forme un peu blanchâtre. Cette forme a descendu l'escalier, et l'escalier, à un moment donné, faisait un angle de 90 degrés, tu vois. Mais la forme a descendu la première volée de marche, et arrivé là où l'escalier tournait, la forme est simplement entrée dans le mur pour disparaître. Arrête. Donc, tu vois, ce genre de manifestation... Arrête, c'est un diaporama, ton Benoît, affaire, c'est pas vrai. Je te jure que ce que je te raconte est l'authentique réalité. Mais tu vois, la manifestation, elle est réelle. Si tu me demandes qu'est-ce que c'était que cette forme, je ne le sais pas. Et c'est justement ça qui m'intrigue. Ça fait 35 ans... Est-ce que les gens avaient peur? Oh oui, absolument. Le couple, d'ailleurs, toi, ont vendu... as-tu eu peur? Pas sur le coup. Après, j'étais, comme on se dit, wow, j'ai vu quelque chose de... Tu sais, on pogne quelque chose. Comme on dit, là, j'ai pogné quelque chose, tu vois. Weird. Mais après la manifestation, on se dit, bon, c'est fantastique. Ça fait 35 ans, Benoît, que je m'intéresse au paranormal. J'ai encore des réserves sur est-ce qu'on est visité par l'au-delà? Est-ce qu'on est visité par des extraterrestres? Est-ce que le diable peut prendre possession de nos âmes? Ben oui. Je ne le sais pas. Mais j'ai vu tellement de choses en 35 ans, Benoît, que je peux t'assurer que les manifestations sont réelles. Et ce que l'on cherche encore, et en tout cas, moi, ma démarche, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe. Non, mais attends, qu'est-ce qui est arrivé à ce couple-là? Ils ont vendu la maison, ce qui est tout à fait étonnant. Ils ont vendu la maison pour la sécurité des enfants. Ouais. Et évidemment, lorsqu'ils l'ont vendue, ils n'ont pas mentionné aux nouveaux acheteurs les phénomènes dont ils avaient été les témoins. Amityville Horror? Non. Lorsque j'ai reparlé, moi, au nouveau propriétaire, quelques mois après, il n'avait jamais été témoin d'aucune manifestation. On se laisse là-dessus. Merci à tout le monde. On se reparle demain dès midi. Au revoir.